Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Dans l'est de la France, le village de Bure est devenu un point de ralliement pour de nombreux écologistes. Cette zone doit accueillir le futur centre d'enfouissement de déchets radioactifs à 500 mètres sous terre. Un laboratoire souterrain existe déjà et le projet, baptisé CIGEO, doit voir le jour en 2035. Les opposants se mobilisent et depuis un an, ils occupent un bois tout proche. Nos reporters Jonathan Walsh et James André ont rencontré ces militants à Bure et ont visité le chantier controversé. Voici leur reportage. J'appelle ça le mur de la honte, moi, tout simplement. Sans autorisation, sans rien, ils se sont permis de murer la forêt. Et là, en plus, la forêt de mon enfance, non, je n'admets pas ça, moi. Tout ce qu'on propose à ce territoire en termes de développement économique, c'est une poubelle, c'est une décharge pour des centaines de milliers d'années. C'est complètement aberrant. Et donc non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est des jeunes de toute la France qui viennent, qui décident de dire « Eh ben non, on peut faire autre chose, on peut imaginer autre chose ». L'industrie nucléaire veut stocker ses déchets sous leurs pieds. Mais il faudra d'abord raser ce bois. Et sur place, la résistance s'organise. À l'été 2016, la justice déclare le défrichement illégal. L'enceinte du futur chantier est prise d'assaut. Une défaite cinglante pour l'ANDRA, l'agence en charge des déchets radioactifs. Et un acte fondateur pour les antinucléaires. Ils ont depuis élu domicile dans le Bois-le-Jus, transformé en camp retranché. Tu rappelles ton chien ? La plupart refusent d'être filmés. Sylvain se fait leur porte-voix. La forêt est occupée par plusieurs dizaines d'opposants, donc il y a des cabanes dans les arbres, des cabanes au sol. C'est un piquet de grève pour montrer notre opposition au projet de poubelle nucléaire CIGEO. CIGEO pour Centre de stockage géologique. Pour y voir plus clair, direction la commune voisine de Bure. Une armée de scientifiques s'affaire déjà à 500 mètres sous la surface, avec un objectif hors norme, construire un tombeau nucléaire à l'épreuve du temps. Nous découvrons ce qui n'est encore qu'un laboratoire. Vous êtes ici dans la plus grande galerie qui a été creusée actuellement dans le laboratoire. C'est une galerie qui fait pratiquement 9 mètres de diamètre et qui a servi au montage du tunnelier que vous voyez au fond. Ce réseau de 1600 mètres, truffé de capteurs et d'instruments de mesure, a demandé plus de 15 ans de travail. Les scientifiques de l'ANDRA progressent lentement dans la couche rocheuse. Ils multiplient les expérimentations. Ce site a été choisi pour la qualité de son argile. Pour les stockages de déchets radioactifs, si je résume, l'ennemi principal, c'est l'eau. Dans les 130 à 150 mètres d'épaisseur de la couche, il n'y a pas d'eau qui circule. Et donc ça, c'est un avantage indéniable. Et c'est le cas parce que la couche est une couche sédimentaire qui s'est déposée de façon très lente sur des millions d'années. Et donc, il n'y a pas de fissures, pas de fractures. De quoi accueillir les déchets de haute activité à vie longue, ou HAVL, les plus dangereux produits par les réacteurs nucléaires. Ils représentent une infime partie du volume total des déchets, mais ils concentrent l'essentiel de leur radioactivité. Ils seront vitrifiés et placés dans des cylindres en inox avant de finir leur parcours à Bure. Alors ici, vous êtes devant un colis factice de haute activité à vie longue. Évidemment, celui-là, il n'a pas de déchets, sinon je ne pourrais pas rester à côté, et vous non plus. Dans le futur projet CIGEO, toutes les manutentions seront réalisées par des robots. Autant pour mettre en place les colis dans les alvéoles que nous testons actuellement, que pour les récupérer pendant un siècle, si telle était la demande. C'est une obligation dictée par la loi. Le stockage doit être réversible durant la phase d'exploitation.
Après un siècle de remplissage, le site deviendra un gigantesque cercueil d'argile. Il devra résister aux caprices de la nature pendant au moins 100 000 ans. Pour Corinne François, opposante au projet depuis son lancement, Cigéo est une chimère. Un sous-sol sur des laps de temps aussi longs, comment on peut être sûr qu'il ne bougera pas, qu'il n'y aura pas de séisme, qu'il n'y aura pas de faille, que l'eau ne va pas s'infiltrer dedans. Les colis, de toute façon, qui contiennent les déchets vont se dégrader. Certains chez nous disent qu'il faut les garder en surface sur les sites de production pour ne pas les oublier. Peut-être qu'un jour, la science fera assez d'avancer pour pouvoir traiter réellement le fond du problème, c'est-à-dire la radioactivité, peut-être la neutraliser. Pour l'instant, ces déchets HAVL sont en grande partie conditionnés et conservés à l'usine de retraitement de La Hague. C'est là que sont fabriqués les colis qui partiront à Bure. Mais impossible de les garder indéfiniment ici. Pour mieux comprendre, nous nous rendons dans un autre centre de stockage de l'Andra, en surface celui-là. Cet employé mesure la radioactivité de colis à peine livrés. Il faut faire vite et bien en fait. Il faut faire vite pour ne pas prendre une dose trop importante, mais faire bien aussi pour contrôler tous nos paramètres en fait. Une extrême prudence reste évidemment de mise, même s'il s'agit ici de déchets à vie courte. Des tenues, des outils, des filtres de ventilation ou de petits équipements utilisés dans les centrales. D'immenses ouvrages accueillent les colis en béton. Une fois pleins, ils seront comblés et condamnés par une dalle étanche. Dans quelques années, quand tout le site sera exploité et aura reçu la totalité des déchets pour lesquels il est conçu, à savoir 1 million de mètres cubes de colis de déchets radioactifs, on ne verra plus que des grands dômes engazonnés. Le site devra être surveillé pendant 300 ans après la fin de son exploitation. L'Andra affirme qu'elle tiendra à cet engagement. Mais un tel dispositif ne convient pas pour les déchets HAVL. Sur des déchets radioactifs, la vie longue peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années. Il n'est pas concevable de les stocker en surface, puisque sur des durées de temps de ce type, vous allez avoir des phénomènes comme l'érosion, la terre va s'user et on va diminuer. Si on laissait ces colis de déchets en surface, ils pourraient être mis à nu si on les avait simplement recouverts de quelques mètres de terre. Retour à Bure, qui a encore quelques années de répit. À partir de 2018, le projet Cigéo sera examiné par l'autorité de sûreté nucléaire. En cas de feu vert, le laboratoire laisserait la place au centre de stockage proprement dit. L'arrivée des premiers déchets radioactifs est prévue en 2030. Et un petit peu plus loin, nous allons arriver à la bifurcation qui va aller en direction de la zone de réception des colis de déchets. Donc à proximité du laboratoire actuel. Francis et son fils Nicolas sont agriculteurs à Bure. Ils nous emmènent sur le tracé de la future ligne de chemin de fer qu'emprunteront les déchets. Une bande de terre qui appartient déjà à l'Andra. Ni réfractaires, ni enthousiastes, ils suivent de près le projet. En tant que conseiller municipal, Francis a tout de même voté pour dans les années 90. J'assume, j'ai voté oui pour l'implantation du laboratoire, bon, à 51%, alors que j'étais ou contre ou indécis à 49% dans mon esprit. Aujourd'hui, 15 ans après, mon avis est tout aussi partagé. Je fais confiance en la science quand même. J'espère que la nature humaine sera aussi responsable, mais il y a toujours une part d'inconnu. Leur village de 90 âmes a connu une certaine frénésie depuis 2016. Et quelques violences, comme ici en février dernier, quand des militants affrontent les gendarmes devant les grilles de l'Andra. Le mouvement s'est rajeuni et politisé. Des activistes aguerris ont livré d'autres luttes avant d'arriver ici, notamment contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Les relations avec les habitants sont devenues plus compliquées. La contestation se durcit, voire même parfois tourne à la violence, pas physique mais verbale, voire aux menaces. Les opposants ont le droit de s'opposer, mais qui s'opposent de manière démocratique et intelligente. Ils sont plus contre l'État
ou contre tout court, Contre le système. que contre l'Andra ou Cigéo. Qu'en disent les antinucléaires de Bure? Ils sont installés dans une grande bâtisse en plein cœur du village, achetée par des associations. Interdiction de filmer à l'intérieur. Dans le jardin, nous retrouvons Corinne François et Paul, un habitant de la maison. Ils portent un masque de hibou, gage d'anonymat et emblème du mouvement. Le seul moyen d'arrêter ce chantier, c'est à un moment donné d'avoir une opposition physique. J'ai l'impression que c'est un truc aussi de long terme, parce que nous on va s'installer, on est beaucoup de collectifs à aller s'installer dans le territoire, à acheter des maisons, louer des maisons, des appartements dans les environs. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va permettre aussi une circulation de la parole et des échanges un peu moins, vous voyez, moins marqués d'un point de vue militant, et des brocantes, des marchés, des choses comme ça. Après, s'il y a des actions qui sont un peu plus fortes, comme plier des grilles, mais qu'est-ce que c'est comme violence, plier une grille? Moi, je dirais que justement, cette violence, elle vient d'où? On nous impose ce projet de poubelle nucléaire qui va nous foutre en l'air. Depuis des années, on nous l'impose sans jamais nous concerter, à coût de millions d'euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Meuse et la Haute-Marne perçoivent chacune 30 millions d'euros. Ça fait 60 millions d'euros, alors qu'il n'y a encore pas l'ombre d'un déchet radioactif ici. Donc tout ça, c'est pour acheter les consciences. Oui. Alors là, c'est la chambre... C'est la petite chambre du fond. Opposition ou pas, les travaux continuent. En France, comme en Finlande ou en Suède, l'enfouissement est préféré à des options jugées moins sûres et plus coûteuses. Ces déchets existent. On peut se poser la question d'arrêter d'en produire, par exemple, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, ces déchets existent, on doit trouver une solution sûre. Des alternatives, il en a été étudié, je crois, au niveau mondial, plus d'une vingtaine. Une fois que toute la communauté internationale a réfléchi sur toute une série d'hypothèses, c'est la solution du stockage géologique dans des couches géologiques adéquates, et ici on est dans une couche adéquate, qui est la meilleure solution. L'agence a déjà acquis près de 3000 hectares autour de Bure, en payant parfois le prix fort. Mais les occupants du Bois-le-Jus comptent poursuivre leur lutte. On a pas mal centré notre communication et nos actions contre le centre d'enfouissement des déchets nucléaires. Mais notre combat, il est contre le nucléaire de manière générale. On est juste là pour constiper la filière du nucléaire et agir sur ce qu'ils vendent comme étant une solution. Le bois devait être cédé à l'Andra par un village proche de Bure. Mais la décision du conseil municipal a été invalidée pour vice de procédure. Un nouveau vote doit avoir lieu. C'est trop beau, ça fait longtemps que je suis pas montée au laurier. En attendant, Michel savoure les joies de la vie en plein air. C'est le meilleur canapé de la forêt. L'Andra affirme que son cimetière nucléaire verra le jour, malgré la contestation. Les militants, eux, préparent déjà un grand rassemblement estival. Ils savent toutefois qu'une expulsion peut être ordonnée à tout moment, sans doute suivie d'une nouvelle confrontation avec les forces de l'ordre. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Ce soir, dans Code 24, nous nous penchons sur une technique policière créée au Canada il y a presque 30 ans, véritable spécificité judiciaire du pays. Surnommée Mr Big, cette pratique vise à manipuler et piéger des suspects en vue d'obtenir des informations, confessions et aveux, notamment dans des affaires de terrorisme, parfois également dans les cold cases, ces enquêtes qui piétinent pendant des années et des années. Mais alors que la police canadienne salue l'efficacité de cette méthode, certaines associations de défense des droits de l'homme se montrent vigilantes. Il y a eu plusieurs cas de personnes longtemps incarcérées, mais relâchées au motif que leurs aveux, obtenus dans le cadre de la procédure Mr Big, étaient irrecevables. Une enquête de Pierre Millet. La scène se déroule début 2016. Dans un hôtel montréalais, Ismaël Habib se livre à un homme flouté sur ces images. Moi, je suis content. J'étais content quand il y a eu la santé en France. J'étais vraiment content. Même moi, personnellement, je ne le ferais pas. Le jeune homme pense se confier au chef d'une organisation criminelle. En réalité,
Il parle à un policier surnommé Mr Big. Cela fait 5 mois que l'officier tisse sa toile autour d'Ismaël Habib pour arriver à ce moment précis. La priorité pour moi, ce serait de défendre la Syrie et l'Irak. On peut gagner du territoire, établir la charia mieux que... Des aveux. Ismaël Habib veut rejoindre la Syrie pour combattre aux côtés du groupe État islamique. La police tombe le masque. Ismaël Habib est arrêté avant d'être jugé. Maître Montpetit assure sa défense et le dossier est épais. Pour aboutir aux aveux de son client, la police a imaginé 22 scénarios sur une période de 5 mois. Monsieur Ismaël Habib n'a jamais douté un instant que c'est un traquenard. Il a fait des aveux que la police voulait entendre, c'est clair. Mais est-ce que ces aveux, c'est là qu'est la question, étaient des aveux réels ou des aveux intéressés? C'est ce que l'on appelle une opération Mr Big, une méthode d'investigation purement canadienne, inventée dans les années 90. Isabelle Richer est une journaliste spécialiste de la justice. Des opérations Mr Big, elle en a couvert une dizaine rien qu'au Québec. Le principe est presque toujours le même. C'est une technique d'enquête absolument astucieuse, je dirais, qui consiste à faire tomber un suspect, à le faire avouer. Ce sont des policiers, des agents doubles, littéralement, des policiers qui jouent au vilain et qui approchent leur suspect, ayant sur lui assez d'éléments pour savoir ou pour estimer qu'il est coupable d'un crime. Un procédé qui soulève des questions éthiques. Comme Ismaël Habib, des centaines de suspects sont passés aux aveux dans des circonstances similaires. Certaines affaires ont fait la une lorsque les aveux ont finalement été jugés irrecevables par la justice. La plus célèbre d'entre elles est sans doute l'affaire Hart. Gander à Terre-Neuve, tout à l'est du Canada. Été 2002, un père de famille, Nelson Hart, emmène ses 2 jumelles en promenade. Mes filles, elles avaient 3 ans et demi. Là, c'est Karen et là, c'est Krista. Son épouse d'alors, Jennifer X, n'est pas inquiète. La dernière fois que j'ai vu mes filles, c'est quand elles sont parties avec leur père au parc. Mais ils ont fini à Little Harbor. Plusieurs heures plus tard, Nelson Hart revient seul. À son épouse, il raconte que les fillettes se sont noyées, qu'il n'a pas pu les sauver. 3 ans plus tard, malgré les suspicions qui pèsent sur lui, l'enquête est au point mort. La police joue alors sa dernière carte, une opération Mr Big. Pendant 4 mois, 400 000 $ seront consacrés à créer une organisation criminelle à laquelle Nelson Hart sera peu à peu associé, jusqu'à ce qu'il passe aux aveux. Lorsque la police est venue à la maison pour l'arrêter, je cuisinais, je faisais des sandwichs. Ils ne m'ont pas prévenu, rien du tout. Ils m'ont dit qu'il le tenait, qu'il avait tué les filles, mais lui a dit que ses aveux c'étaient des mensonges, qu'il l'avait piégé pour avouer. Nelson Hart passe 7 ans en prison, jusqu'à ce qu'en appel, ses avocats parviennent à rendre ses aveux irrecevables. Selon eux, la police a abusé d'un Nelson Hart isolé socialement, qui aurait confessé n'importe quoi pour poursuivre son ascension dans la fausse organisation. Dans cette affaire, l'homme qui a joué le rôle de Mr Big s'appelle Al Aslett. Après plusieurs semaines de négociations, nous avons convaincu ce policier à la retraite de nous parler au téléphone. C'est lui, il y a presque 30 ans, qui a conceptualisé ce genre d'opération. Aujourd'hui, il n'en démord pas. Nelson Hart est bien coupable. Monsieur Hart est un tueur qui a réussi à échapper à la justice. Il m'a raconté comment il a amené ses filles au quai, comment il les a poussées dans l'eau avec ses épaules. Diriez-vous que cette opération n'a pas de défaut? Il peut y avoir des problèmes quand on fait mal son boulot, c'est certain, mais la police canadienne utilise des agents qualifiés pour ces opérations, des personnes compétentes, expérimentées, alors il y a des vérifications, des contrôles. Envoyer un innocent en prison, c'est la dernière chose qu'un policier veut faire. Après l'affaire Hart, la Cour suprême du Canada a décidé de mieux réguler les opérations Mr Big. Depuis 2014, les aveux obtenus via cette technique doivent être jugés recevables avant d'être considérés comme preuve officielle.
Nous partons à présent en Égypte pour parler des efforts entamés par la mosquée et l'université Al-Azhar du Caire pour contrecarrer l'extrémisme religieux. L'institution se présente comme la plus haute autorité de l'islam sunnite au monde. Le grand imam, qui a toujours été nommé par le chef d'État égyptien, a pour mission officielle d'être le vecteur d'un islam institué et modéré. Des initiatives ont été lancées, notamment un observatoire de la radicalisation sur Internet. Reportage signé Nadia Blétry, Claire Williotte et Éric Delavarenne. Comme chaque matin, Mohamed Fadil suit le travail de ses équipes. Le jeune directeur de l'Observatoire de la lutte contre le terrorisme dirige 70 chercheurs chargés d'analyser la communication des groupes djihadistes. Installés au cœur d'Al-Azhar, au lieu de l'islam sunnite dans le monde, rien ne doit leur échapper. C'est un article qui dit que les hommes et les femmes du groupe État islamique doivent se marier entre eux. Et pour justifier ça, ils sortent certains versets du Coran de leur contexte. On garde constamment un œil sur les sites internet qui relaient les informations de Daesh, de l'organisation État islamique. C'est un travail au jour le jour. Ça peut être des films, des journaux, des mensuels, etc. Ensuite, on réfute les idées fausses ou les conclusions erronées qu'ils véhiculent. Et on transmet toutes nos notes au comité exécutif d'Al-Azhar. Chinois, pachtou, allemand, russe ou même swahili. Ici, les chercheurs travaillent en 12 langues. Objectif, déconstruire la propagande islamiste pour permettre aux autorités d'Al-Azhar d'élaborer un contre-discours. Ibrahim, lui, collecte tout ce qui sort sur la toile en français. Mais sa ligne est très claire, il ne parle pas à ceux qui ont basculé dans l'extrémisme. Ces gens-là, ils nous refusent, ils nous rejettent, ils ne nous acceptent pas. Donc, pour eux, nous sommes mécréants. Les extrémistes, les radicalisés, ce sont des gens qui sont sortis du camp modéré du monde musulman. Promouvoir un islam modéré, c'est le but affiché par l'institution. Pour cela, Al-Azhar utilise les mêmes outils que le groupe État islamique. Vidéos, magazines, réseaux sociaux. Ce discours vise les 14-25 ans, le cœur de cible des organisations terroristes. C'est une catégorie qui est directement visée par les réseaux sociaux. C'est donc ces jeunes personnes que nous cherchons à atteindre avec nos publications. Des documents que l'on essaye de rendre simples avec un langage religieux facile d'accès et des messages utiles et courts diffusés sur Facebook et Twitter. Une nouvelle stratégie qui ne rencontre pas forcément beaucoup de succès auprès des jeunes internautes. Comme l'explique cet étudiant qui a suivi toute sa scolarité dans les écoles d'Al-Azhar. Pour des questions de sécurité, il ne souhaite pas montrer son visage. Non, franchement, je n'ai jamais rien vu de tel. Et pourtant, je suis actif sur les réseaux sociaux. Mais Al-Azhar ne l'est pas. L'institution n'est pas vraiment présente sur Internet. Elle ne touche donc personne. Pour aller plus loin, Al-Azhar organise des rencontres avec les citoyens, comme ici dans un café d'Alexandrie, la deuxième ville du pays. Nous sommes du comité de recherche islamique. On est venu ici pour voir si vous avez des questions à nous poser. Alexandrie est un bastion du salafisme, une idéologie qui prône un islam rigoriste. Mais Al-Azhar espère y regagner de l'influence. Notre rôle, c'est d'éradiquer le terrorisme. Pour ça, on essaie de détruire les racines de l'extrémisme. On intervient donc à ce niveau très local. Il faut changer les croyances et les idées. Ce jeune lycéen s'inquiète de la montée de l'extrémisme dans son pays. Il attend beaucoup de la venue des prédicateurs. C'est vraiment important pour nous que les prédicateurs viennent nous parler jusqu'ici, dans nos cafés. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir parmi nous un jeune sans éducation qui pourrait être attiré par l'extrémisme, quelqu'un d'inconscient qui serait prêt à commettre un attentat. Si un prédicateur vient lui parler et lui dit « c'est mal », il l'écoutera. Reflet de la société égyptienne, à la fois libérale et conservatrice, l'institution sunnite est elle aussi traversée par des courants contradictoires qui pourraient bien mettre un frein à sa volonté d'éradiquer le terrorisme. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.
Retour sur le plateau de Code 24. Kaboul croule sous les attaques terroristes. Au cours de ces dernières semaines, la ville en a subi plusieurs, dont la pire qu'ait connue la capitale ces 17 dernières années. Plus de 150 morts et 300 blessés. Alors que le climat sécuritaire se dégrade, la population, elle, cherche par tous les moyens à survivre et à se protéger face aux avancées des islamistes talibans dans plusieurs provinces du pays. Reportage de notre envoyé spécial Jasmin Lavoie à Kaboul. L'explosion d'une bombe, c'est la dernière chose. Retour sur le plateau de Code 24. Kaboul croule sous les attaques terroristes. Au cours de ces dernières semaines, la ville en a subi plusieurs, dont la pire qu'ait connue la capitale ces 17 dernières années. Plus de 150 morts et 300 blessés. Alors que le climat sécuritaire se dégrade, la population, elle, cherche par tous les moyens à survivre et à se protéger face aux avancées des islamistes talibans dans plusieurs provinces du pays. Reportage de notre envoyé spécial Jasmin Lavoie à Kaboul. L'explosion d'une bombe, c'est la dernière chose qu'Ahmad aura entendue dans sa vie. Aujourd'hui, il est sourd et un peu plus abîmé encore par toute cette violence. Les images des 3 kamikazes qui se sont fait exploser à quelques mètres de lui le hantent encore. Le commando suicide était juste devant moi. La prière venait à peine de commencer quand quelqu'un a hurlé « Allahu Akbar » et je me suis immédiatement jeté au sol. Ahmad n'est qu'une des nombreuses victimes soignées ici. Kaboul vient de vivre une semaine sanglante, la pire en 17 ans. Plus de 170 morts au total. Des hôpitaux débordés, devenus des cibles eux-mêmes. Ici, ceux qui ont échappé à la mort se retrouvent une nouvelle fois en première ligne. Faute de sécurité, certains menacent de fermer et les ONG de partir. Une situation plus qu'alarmante pour l'Organisation mondiale de la santé à Kaboul. Une réunion de crise est organisée. Même les hôpitaux sont ciblés, ils ne respectent plus rien. Il y a des attentats même devant les hôpitaux. Les responsables ont demandé aux locaux de ne pas se présenter au travail cette semaine. Nous avons interdit à nos employés internationaux la plupart des déplacements à l'extérieur de nos locaux. Pendant plusieurs jours, nous avons également interdit à nos employés locaux de se rendre au bureau. On limite les déplacements à cause de la situation sécuritaire actuelle. Se déplacer au péril de sa vie dans Kaboul. Ces jeunes, eux, sont prêts à le faire pour un simple travail. Chaque jour, ils viennent attendre ici, de longues heures, pour rentrer sans rien pour la plupart. Dans ce pays, le taux de chômage est de 40%. Ça fait un mois que je viens ici tous les jours et toujours pas d'emploi. Je suis capable de travailler dans la construction, mais il n'y a aucune offre. Il se passe des choses terribles dans notre pays. Il n'y a pas d'investissement, l'économie est détruite, il y a juste la guerre et la violence. C'est pour ça que les hommes d'affaires n'investissent pas ici. Ils ont peur, et donc nous, on n'a pas de travail. Et tout ça, c'est lié. Et lorsqu'un potentiel employeur arrive, c'est l'instinct de survie. Vulnérables, ces jeunes peuvent être facilement recrutés par des organisations terroristes qui leur font miroiter des sommes considérables. Pour le gouvernement, il faut empêcher une radicalisation, mais avant tout, sécuriser la capitale. Notre travail prioritaire, c'est de rendre Kaboul moins facile d'accès et plus sûr. Nous installons des barrages routiers et des postes de contrôle supplémentaires. Il faut qu'il y ait plus de sécurité aux entrées de la ville et dans les faubourgs. Mais aux portes de Kaboul, la seule chose que nous verrons, c'est la fuite de ces jeunes Afghans désabusés. Pour eux, ce sera un aller simple. Direction la frontière iranienne. Samad, Azim, en tout, ils sont 14 amis à vouloir quitter leur village. Une fois en Iran, ils espèrent rejoindre la Turquie, puis demander l'asile en Europe. Il y a trop de combats dans notre province. Tous les jours, des gens sont tués et nos maisons sont détruites par les terroristes. On nous dit étudier, continuer l'école. Mais les talibans, ils les brûlent, les écoles. Alors on aura plus de chances de s'en sortir si on quitte le pays.
L'an dernier, près de 12 000 civils ont été tués ou blessés. Le pire bilan dans le pays depuis des années, selon les Nations Unies. 16 ans après le déclenchement de la guerre en Afghanistan, la tension n'a jamais été aussi élevée et l'espoir d'une trêve aussi lointain. La reprise de Mossoul par les forces irakiennes soutenues par la coalition marque un revers symbolique majeur dans le combat qui est livré contre les djihadistes de l'État islamique depuis 2014. Dans cette bataille en milieu urbain très dense, où les maisons ont été minées et les civils utilisés comme boucliers humains par les djihadistes, les snipers irakiens ont joué un rôle stratégique vital. Eh bien, nos correspondants Roméo Langlois et Amar El Hamdaoui ont pu suivre une unité aux abords de la vieille ville. Un reportage de guerre qui se passe de tout commentaire. Que Dieu soit avec nous, prions pour le prophète. Cette rue-là, c'est bon, on l'a déminée. Tu vois la fumée là-bas? C'est une frappe aérienne. Il y a beaucoup de civils qui sortent et ça veut dire qu'aujourd'hui, nos forces sont en train de bien progresser. Les blindés ne peuvent pas circuler dans les ruelles de la vieille ville de Mossoul. Alors il va falloir continuer à pied. لا انا منهم الترى من لهم هيك اوكي جود كم walking down here بس صوت مارد بس هاي النقطة مالتنا صار أعلى نقطة بالمنطقة. أعلى نقطة بالمنطقة بتقدم القطاعات مالتنا، دائما احنا صايرين فوق القطاعات. كم؟ Down here. Nous, les snipers des forces spéciales, on avance toujours les premiers. Ensuite, on couvre ceux qui nettoient le secteur, maison par maison. كرار ما اعرف احمد رمايه عليك صارت منه صار عليه رمايه. Un sniper doit toujours se cacher et on ne doit jamais rester trop longtemps au même endroit. On change sans cesse de position pour ne pas être repéré. On tire 5 ou 6 coups de cette position, puis on change de pièce. Comme ça, l'ennemi a du mal à nous repérer. Quand on a localisé une cible, on lui tire dessus, tous en même temps, depuis des positions différentes. Comme ça les désoriente, et leurs snipers à eux sont incapables de déceler nos positions. On vient juste de nous tirer dessus. Tout ce que vous voyez là devant, c'est la vieille ville. Les terroristes ne sont qu'à 200 mètres. La présence des civils complique notre avancée.
Hier, nos forces sont entrées dans une maison, mais il y avait des hommes de Daesh. Ils obligeaient les enfants, les familles à crier Allahu Akbar pour tenter d'effrayer et faire reculer nos hommes. Oui, mais leurs cris n'ont pas empêché nos hommes d'avancer. On a réussi à libérer la famille. Et on a tué tous les djihadistes de Daesh qui étaient là. لين اقول لك البيت اللي هذا بالتانكيات اللي قلت له عالج عليه ايه هذا هسه جاي تشوفه اخذوه ولا ما اخذوه يلا هاي باع Là-bas, on s'est reçu une roquette artisanale. Heureusement, on n'a eu aucune perte. Le problème, c'est que des fois, dans ces roquettes, ils mettent des gaz de combat, du chlore, du gaz moutarde. Alors, on a des masques à gaz sous la main. Mais Karar, lui, a été touché. Raconte-leur, Karar. Ils ont été touchés par une roquette chargée de gaz lacrymogène. Regardez, ce sont des bombes lacrymo qu'on retrouve sur les corps des djihadistes. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que je suis toujours caché. Mon rôle est de soutenir l'ensemble de nos forces, la police fédérale, l'armée irakienne ou encore nos forces antiterroristes. Grâce à nous, ils peuvent avancer. Avec nous, les snipers, on est capable d'arrêter toute une armée. Des fois, je me vois un peu comme un pilote de chasse. Depuis le début des opérations ici à Mossoul, j'ai tué entre 40 et 45 hommes de Daesh. Je suis fier quand je tue ces terroristes qui veulent détruire mon pays. Et si Dieu le veut, on aura bientôt libéré toute la ville de Mossoul. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Alors que le football italien renaît par ses résultats, ce championnat est toujours confronté à des problèmes de racisme récurrents. Si ce genre de phénomène est encore plus présent dans les pays d'Europe de l'Est, l'Italie est aujourd'hui le pays le plus touché parmi les grands championnats européens. Quelle est la réalité du racisme dans le football italien? Notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza, nous donne des éléments de réponse. Bonjour, je suis Souley Muntari. J'ai décidé de quitter le terrain parce que je sentais que c'était la bonne chose à faire. Qu'il ne fallait pas que je reste sur ce terrain alors que je faisais l'objet d'injures racistes. J'ai quitté le terrain parce que c'est mon droit. Voici l'une des dernières victimes du racisme dans le football italien. Souley Muntari, milieu de terrain du club Pescara, s'exprime après avoir été sanctionné pour avoir quitté le terrain lors d'un match durant lequel il a été la cible d'insultes racistes, et notamment des supporters mimant des cris de singe. Cet incident a rouvert le débat sur le racisme dans le football italien. Aujourd'hui, Muntari préfère garder silence pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Mais l'épisode est encore dans tous les esprits et ses coéquipiers compatissent. Sa réaction, moi je l'ai compris, j'ai pu me mettre à sa place parce que je l'ai déjà vécu aussi. J'ai déjà vécu et c'est vrai que c'est pas une situation facile, quoi. Et on a envie d'arrêter de jouer tout de suite.
L'arbitre aurait pu arrêter le match ou l'interrompre tant que les cris ne cessaient pas. Ça aurait été une bonne occasion d'envoyer un message, de dire que le foot est plus fort que le racisme, que le foot c'est pour tout le monde. Hélas, le match a continué et en plus notre joueur a été puni pour avoir protesté. Suite à un recours, la Fédération italienne de football a annulé la sanction de Montari. Mais ni les supporters ni le club adversaire n'ont été punis. Pire, ces comportements sont fréquents dans le championnat italien. Jet de bananes, cris de singes, banderoles racistes où l'on peut lire « Équipe de nègres ». Un phénomène qui n'étonne même plus certains supporters, comme ici aux abords du stade de la Lazio, l'une des équipes les plus importantes du pays. Le stade fonctionne comme ça, on entend parfois des choses. Mais bon, c'est pas du racisme, allez, c'est juste une manière de charrier les joueurs. Ce sont des moqueries propres au football, rien de plus. Pendant cette saison en Serie A, une dizaine d'épisodes racistes ont été répertoriés par les juges sportifs. Aucun d'entre eux n'a donné lieu à une sanction. Mauro Valeri est sociologue. Depuis 20 ans, il suit de près l'évolution du phénomène. Aujourd'hui, il dénonce le laxisme et le manque de fermeté des institutions. En Italie, les institutions du football ont prévu des normes et des règles, mais qui ne punissent personne. Elles posent tellement de conditions qu'en pratique, personne n'est jamais sanctionné. Il n'y a pas une volonté de punir, mais plutôt de banaliser le phénomène, comme si finalement ce n'était pas si grave que ça. Un phénomène qui ne frappe pas que les équipes des grandes ligues. Ces jeunes sont titulaires dans une équipe semi-amateur, dans une terre reculée de la banlieue de Naples. Ici, plus de la moitié des joueurs sont d'origine africaine. Aujourd'hui, ils disputent un match du championnat de province. Moussa vient du Sénégal. Il joue dans ce club depuis 1 an et demi en tant que milieu de terrain. Pour lui, les commentaires racistes font partie d'un douloureux quotidien. Ça arrive souvent, je sais pas, lors des matchs, même dans le terrain, sur le terrain et même dehors du terrain, on les entendait souvent, les gens nous disent ça, et vraiment... Ils nous disent des noirs de merde, je sais pas, avec cette insulte, ça fait mal. Pour enrayer cette violence, l'Union italienne des sports vient de lancer un programme national de sensibilisation financé en partie par l'Union européenne. Objectif ? Réveiller les consciences. On installe ces banderoles partout, mais on se rend bien compte que parfois on est accueilli, disons, avec suspicion par certains tifosi. Marco Proto coordonne l'antenne provinciale de ce projet. L'objectif de sa mission, répertorier les plaintes des joueurs victimes de discrimination raciale. Aujourd'hui, il enregistre les témoignages de 2 d'entre eux. Raccontami un attimo l'episodio che è successo l'ultima giornata di campionato e esattamente anche riportami le frasi razziste che sono state dette. Mi dice nero di merde. Dai giocatori avversari o dai tifosi della squadra? No, les tifosi et comme l'adversaire. Chaque plainte est transférée au Bureau national antidiscrimination et in fine au ministère de l'Intérieur. Il s'agit là du premier recensement de phénomènes racistes dans le football amateur italien, du jamais vu dans la péninsule. Kofi espère que cela servira à briser l'apathie de nombreux arbitres. En fait, si tu te plains, il lui te donne un carton jaune, c'est comme ça. Pendant tous les matchs, à chaque fois que tu te plains d'une faute ou d'une injure, lui directement il te passe un carton jaune, il s'en fout. Pour l'instant, une centaine de plaintes ont été enregistrées dans le cadre de ce projet. Un pas en avant. Mais le combat pour chasser le racisme des terrains de football italiens est encore loin d'être gagné. À Auville-la-Rivière, près de Dieppe, l'atelier d'ébénisterie de Jean-Christophe Planteroux est un écrin d'artisanat dans lequel les meubles ont une âme. Il y travaille les bois sous toutes leurs coutures et leurs couleurs, selon des techniques nées, attention, au XVIIe siècle. Des bois communs aux bois les plus rares, il les travaille tous avec la même passion. Reportage.
Dans cet écrin d'artisanat, les meubles ont une âme. À Ouville-la-Rivière, près de Dieppe, cet atelier d'ébénisterie est celui de Jean-Christophe Plantrou. Il travaille les bois sous toutes leurs coutures, leurs couleurs, selon des techniques nées au XVIIe siècle. On n'est pas à la mode ici, du tout. On se fout de la mode et des tendances. Aux côtés de Jean-Christophe, il y a Dominique et Morgane, apprentis. Un trio qui joue sa partition dans la musique du métier. L'ébénisterie a été inventée en France sous Louis XIV. C'est l'art du plaquage, un bois précieux tranché en feuilles, assemblé pour être collé sur le support. Faut laisser l'entraînement de la machine faire, quoi. Et pas s'arrêter, quoi. De la main aussi. Ouais. Une fois que c'est parti, il faut pas s'arrêter. À chaque étape, il faut vraiment une rigueur importante, parfaite. Avant d'affûter ses gestes, il y a l'essentiel, le contact avec la matière. C'est une matière qui fait vibrer le bois. Ça vibre toujours pour vous? Tout le temps, c'est une passion. C'est une passion. Une passion au service de la création de formes et de meubles toujours plus ingénieux. Avec au départ, la réalisation d'une maquette. C'est aussi rapide que de faire des images de synthèse, qui sont beaucoup plus courantes actuellement, en tout cas pour nous. Vous en faites pas des images de synthèse? Du tout. Chaque fois qu'on a un travail, on va chez François, qui est un spécialiste de bois précieux, de belles matières. C'est un vrai plaisir à chaque fois, c'est d'aller goûter tout ça, d'aller sentir, d'aller choisir. Avec sa maquette, Jean-Christophe part à la recherche du bois qui servira au plus juste l'œuvre finale. Là, c'est une fibre, c'est unique, ça. Oui, le platane est maillé comme ça. La fibre est totalement unique, là. Des bois les plus communs aux plus rares, comme l'ébène de Makassar, la loupe d'amboine d'Indonésie, le bouleau madré de Finlande. Chez François Maréchaux, en quelques pas, on fait le tour du monde. Il n'y a pas deux paquets pareils, chaque paquet est une histoire. Ça, c'est le ziricote. Un bois qui vient du Brésil, c'est fantastique. Il parle tout seul, ce bois-là. On dirait un serpent, en fait. Voilà, la ronce de citronnier de Saint-Domingue. Quand c'est un beau bois, ça s'améliore en vieillissant. Ah, c'est comme le vin. Exactement. On est sensible aux odeurs, au grain, à la couleur. C'est un voyage ici aussi. C'est un voyage. C'est, comme le disent souvent nos clients, c'est une caverne d'Ali Baba. Ouais. Notre voyage continue direction Breteuil-sur-Iton pour un rendez-vous de passionnés. L'ébénisterie est un métier de rencontre entre des artisanats rares. Aujourd'hui, avec celui de Maître Verrier, chez Helder da Silva et Anne Ellul. Jean-Christophe a participé à la réalisation de ces vitraux enchâssés dans un paravent en bois de chêne pour une commande privée. C'est un collage en fait que fait le chef et après nous on essaye de le traduire en vitrail le plus fidèlement possible en fait. Même s'il y a toujours une interprétation de la... Mais c'est un défi, ça. C'est un vrai défi. Oui. Techniquement, c'est très très compliqué. On est tous dans cette idée d'innover. Tous les matins, c'est un nouveau combat. On est un peu comme des enfants, avec une expérience qui se construit au fur et à mesure. Et aujourd'hui encore, vous voulez apprendre? Ah mais ça s'arrêtera jamais. Dans l'atmosphère studieuse de l'atelier, la petite maquette est en train de devenir un vrai fauteuil. C'est vrai qu'il est intéressant parce qu'il tient avec des queues d'aronde. Donc ce sont des assemblages qui datent depuis plusieurs siècles. Et en même temps, il y a une forme qui est quand même très contemporaine. Se réinventer sans cesse, un défi quotidien.
Malgré des années, malgré l'expérience, c'est toujours une remise en question à chaque pièce. Une excitation aussi? Toujours l'excitation, toujours. C'est ce qui permet d'avancer au niveau de la pièce, quoi. Des techniques ancestrales au service de lignes modernes, voilà l'alliance qui fait de cet atelier un laboratoire d'œuvres d'art. C'est la fin de cette édition de Code 24. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. À la semaine prochaine.